Bonjour, alors nous voilà ici dans la deuxième partie du chapitre numéro 5. À la fin de la première partie du chapitre numéro 5, on est arrivé à montrer que pour un gaz parfait, les particules qui le composent peuvent subir deux types de mouvements. Un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Rotation, ça veut dire qu'ils peuvent tourner sur elles-mêmes. Et on avait vu dans le tableau des périodiques des éléments que les gaz, il y en a en général de deux types. Il y a des gaz monoatomiques et des gaz diatomiques. Donc ici, dans la partie A, on commence par voir les gaz monoatomiques. Ça veut dire qu'ils sont composés d'un seul atome. Ces gaz, ils sont situés sur la colonne de droite du tableau périodique des éléments. On les appelle aussi les gaz rares ou les gaz inertes. Sont comme l'argon, le néon, le krypton, le xénon, etc. Et aussi l'hélium. Alors la rotation de l'atome supposé sphérique ne peut pas être discernée dans ce cas-là. Pour ces gaz constitués d'un seul atome, qui est considéré sphérique, lorsqu'il va tourner sur lui-même, c'est un peu difficile de le constater. Donc, on considère que ces atomes n'ont pas de degré de liberté de rotation. C'est comme si ils subissent pas de mouvement de rotation. Donc, l'énergie cinétique de rotation de ces gaz monoatomiques est nulle. Par contre, ces gaz conservent toujours leurs 3 degrés de liberté de translation. Ils peuvent se déplacer vers le haut ou vers le bas, à gauche et à droite, devant ou vers l'arrière. Donc ça constitue 3 degrés de liberté de translation, mais aucun degré de liberté de rotation. Ainsi, l'énergie interne de ces gaz parfaits monoatomiques se réduit uniquement à la somme des énergies cinétiques de translation des particules qui le composent. Par contre, l'énergie cinétique totale de rotation de ces particules est nulle. Donc, dans le cas du gaz monoatomique, on ne prend compte que l'énergie cinétique de translation des particules. Dans ce cours,
on va l'admettre. Cependant, en physique statistique, au semestre 5, on montrera que l'énergie cinétique moyenne relative à un degré de liberté, de translation ou de rotation d'une particule est égale à 1/2 kT. Donc pour chaque degré de liberté correspond au niveau atomique une énergie cinétique de translation dans un degré de liberté de 1/2 kT. K, c'est la constante de Boltzmann, est égale à 1,38 10 puissance moins 3 joules Kelvin moins 1. T, la température absolue, ça veut dire en Kelvin. Ainsi, l'énergie cinétique de translation de chaque particule du gaz parfait monoatomique est égale à 3. 3, ça représente le nombre de degrés de liberté fois l'énergie qui correspond à un degré de liberté. Ça veut dire 1/2 kT. Donc au total, c'est 3/2 kT pour particule. Donc une particule peut se déplacer vers le haut ou vers le bas, à droite ou à gauche, vers nous ou vers l'arrière. C'est les 3 degrés de liberté pour une seule particule, et ceci, ça nous donne l'énergie cinétique de translation d'une particule est 3/2 kT. Par contre, si le gaz est composé de n particules, à ce moment-là, il suffit de multiplier cette énergie d'une particule par le nombre n. C'est ce qui va nous donner l'énergie cinétique totale de toutes les particules qui composent le gaz. C'est 3/2 n, le nombre de particules, k, t. Le nombre de particules est égal au nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, est égal à 6,022 10 puissance 23 mol moins 1. Il représente le nombre d'atomes de carbone, dans 12 grammes de l'isotope 12 du carbone. Alors, le carbone dans la nature, on le connaît sous plusieurs formes. Parmi ces formes, il y a le graphite, le diamant, le graphène, etc. Aussi, il existe dans les êtres vivants, puisque la vie est basée sur le carbone. Alors c'est grâce à ce carbone-là qui existe dans les êtres humains qu'on peut dater la mort d'une plante ou d'un être vivant. Cependant, le carbone il possède plusieurs isotopes, bien que le nombre d'électrons et de protons égale à 6 pour le carbone, donc il y a 6 électrons.
autour du noyau du carbone et il y a 6 protons dans le noyau. Par contre, ce qui diffère, c'est le nombre de protons. Et grâce à cette différence de nombre de protons, on peut distinguer les différents isotopes du carbone. Exemple ici, on a l'isotope 12 du carbone, c'est le plus abondant dans la nature. Il est stable, il ne se désintègre pas. Il est composé en plus de 6 électrons et 6 protons, 6 neutrons dans le noyau. Après vient l'isotope 13, qui est aussi stable. Lui, il possède 7 neutrons dans le noyau et 6 électrons et 6 protons. Et il vient le fameux carbone 14 qui cherche à dater pour les archéologues et pour dater la mort des êtres vivants, etc. Parce que la quantité de carbone 14 qui se trouve après la mort, durant la vie, elle est constante, donc, mais après la mort, elle commence à se désintégrer et à se transformer. Il a une demi-durée de vie, donc à partir de ça, on peut déterminer la vie et à la date à laquelle est mort l'individu ou la plante. Alors ce carbone-là est très instable. Sa caractéristique, c'est là, comme tous les autres carbones, ses électrons et ses protons, mais il a 8 neutrons. Par contre, le nombre d'Avogadro a été défini par rapport à l'isotope 12, donc le nombre d'atomes qui se trouvent dans 12 grammes de l'isotope 12 du carbone. Revenons à notre énergie cinétique. Donc on va remplacer le nombre de particules par le produit du nombre de moles par le nombre d'Avogadro. Et c'est égal à 3,5 petit n, le nombre d'Avogadro KT. Et le produit du nombre d'Avogadro avec K, c'est ce qui nous donne la constante R des gaz parfaits, qui est égale à 8,314 joules Kelvin par Kelvin et par mol. Donc on remplace le produit du nombre d'Avogadro avec K par R et ça nous donne l'énergie cinétique ou l'énergie interne, puisque dans ce cas-là, l'énergie interne est équivalente à l'énergie cinétique, puisqu'il n'y a pas d'énergie potentielle. Et en plus, cette énergie cinétique, dans le cas des gaz parfaits monoatomiques, elle est réduite seulement au mouvement de translation des particules. Donc, EC est égal à 3,5 petit n RT. Alors, retenez bien ça, l'expression de l'énergie interne pour un gaz parfait monoatomique, c'est égal à 3,5 nRT. Et les fonctions uniquement de la température. Donc l'énergie interne du gaz parfait monoatomique ne dépend que de la température et s'écrit 3,5 nRT. Continuons, on passe au cas des gaz parfaits diatomiques. Ça veut dire, dans les molécules sont composées de 2 atomes, comme l'hydrogène, l'azote
ou l'oxygène. Alors dans ce cas, en plus des 3 degrés de liberté de translation, c'est-à-dire aller de gauche à droite, de bas en haut, et devant et arrière, il y a 2 autres degrés de liberté qui se rajoutent, c'est des degrés de liberté de rotation. Ça veut dire que l'ensemble peut tourner comme ça. Voilà, un premier degré de rotation, ou ils peuvent tourner comme ça. Voilà, c'est le 2e degré de liberté de rotation. Donc ici, pour chaque particule composée de 2 atomes, il y a 2 énergies cinétiques, une de rotation et l'autre de translation. Alors de rotation, comme il y a 2 degrés de liberté, donc c'est 2 multiplié par un demi 4T, c'est égal à 4T. Et l'énergie cinétique de translation reste la même parce que c'est les 3 degrés de liberté de translation restent les mêmes, fois un demi 4T, c'est 3 demi 4T. Alors l'énergie interne de n particules du gaz diatomique, il faut tout multiplier par un grand N. Donc N4T, 4T, 3 demi. Donc la somme de tout ça, ça nous donne l'énergie cinétique totale qui est égale à l'énergie interne du gaz parfait diatomique. C'est 5 demi NKT. Après, on remplace le nombre de particules par le nombre de moles que multiplie le nombre d'Avogadro. Et aussi, vous devez savoir que la masse du gaz est égale au nombre de moles fois la masse molaire, comme ici. Alors, l'énergie interne d'un gaz parfait diatomique s'écrit 5 demi N, nombre d'Avogadro 4T. Et le nombre d'Avogadro multiplié par 4T, c'est R. C'est la constante des gaz parfaits. Donc finalement, l'énergie interne d'un gaz parfait diatomique s'écrit U égale à 5 demi NRT. Alors on a vu que dans les 2 cas, dans le cas du gaz parfait monoatomique comme dans le cas du gaz parfait diatomique, que l'énergie interne est uniquement fonction de la température. Et ça, c'est très important pour le gaz parfait. Conclusion, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Donc, il ne dépend pas de pression ni de volume, il ne dépend que de la température. Et ça, c'est la première loi de Joule. Donc, la première loi de Joule stipule que les gaz parfaits monodiatomiques, leur énergie interne ne dépend que de la température. Elle est complètement indépendante de la pression et du volume. C'est ce qu'on fait ici. On résume les résultats qu'on vient de trouver pour l'énergie interne d'un gaz parfait. Dans le cas monoatomique, 3,5 NRT. Dans le cas diatomique, 5,5 NRT. L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. C'est la première loi de Joule. On va voir ce qui se passe pour l'enthalpie dans le cas d'un gaz parfait. Pour un gaz monoatomique, on connaît la fameuse relation qui relie l'énergie interne à l'enthalpie. Je vous rappelle que l'enthalpie et l'énergie interne sont toutes les deux des énergies, donc leur unité c'est Joule. H est égal à U plus PV. Je remplace U dans le cas du monoatomique par 3,5 NRT et PV, puisqu'il s'agit d'un gaz parfait, donc c'est égal à NRT. On regroupe tout ça et ça nous donne H est égal à 5,5 NRT. Dans le cas monoatomique, alors que l'énergie interne, c'est 3,5 NRT. L'enthalpie, c'est 5,5 NRT. C'est facile à retenir. Alors que dans le cas du gaz diatomique, l'enthalpie H, par le même raisonnement,
c'est 5 demi-NRT de l'énergie interne plus NRT du PV, et ça nous donne H est égal à 7 demi-NRT dans le cas du diatomique. Donc à chaque fois, on rajoute 3, 5 et 5, 7. Le dénominateur reste toujours 2. Alors l'enthalpie, comme pour le cas de l'énergie interne d'un gaz parfait, ne dépend que de la température, et ça constitue la deuxième loi de Joule. La première loi de Joule dit que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. La deuxième loi de Joule dit que l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Dans 5.4.3, relation de Maillère, donc on va rappeler des choses qu'on avait déjà vues dans le chapitre 4 sur les coefficients calorimétriques, Cp, Cv, etc., LH, lambda et mu. Pour un gaz parfait, l'énergie interne U et l'enthalpie H ne dépendent que de la température. Ça, c'est la première loi et la deuxième loi de Joule. Cp, on connaît déjà, c'est égal à la dérivée de H sur dt. Et H, elle est composée de U plus PV, donc ça revient à dériver du par rapport à dt, et de dériver le PV qui est égal à nRT par rapport à la température, ça nous donne nR. Or, dans le chapitre précédent, on avait démontré que la dérivée de U par rapport à dt, c'est CV. Donc Cp est égal à Cv plus nRT, ce qui veut dire que la différence entre Cp et Cv, C est égal à nR. Ça, c'est la relation de Maillère. Cp et Cv, vous les connaissez déjà, sont les capacités thermiques à pression et à volume constant, respectivement. On peut introduire d'autres formes de ces capacités calorifiques, comme le petit Cp ou le petit Cv, que le grand Cp est égal à la masse fois petit Cp et le grand Cv est égal à la masse fois petit Cv. La masse, c'est la masse du gaz étudié. Donc, petit Cp, petit Cv sont les capacités thermiques massiques ou les chaleurs massiques à pression et à volume constant. La relation de Maillère ici devient dans ce cas-là en remplaçant le grand Cp moins grand Cv par la masse Cp moins Cv est égal à nR. Alors, petit n, c'est le nombre de moles. Maintenant, si je divise la masse par petit n, ça va me donner la masse molaire. Donc, je divise ces petites masses par n, ça va me donner la masse molaire fois petit Cp et petit Cv. Et le produit de la masse molaire par le petit Cp, ça nous donne le Cmp et l'autre, le Cmv, c'est égal aussi à R. Et le Cmp et le Cmv sont les capacités thermiques molaires. Et grand thème, c'est la masse molaire, c'est la masse c'est la division de la masse par le nombre de moles. C'est la masse molaire, son unité c'est kg par mol. On continue toujours avec les coefficients calorimétriques. Pour le cas d'un gaz parfait de n mol, PV égale nRT, on peut exprimer la pression en fonction de la température volume. Pareil pour la température, on peut l'exprimer en fonction du volume et de la pression. Et le volume à son tour, on peut l'exprimer aussi
fonction de la température et la pression. CV et CP, on peut les calculer par la dérivée de l'énergie interne par rapport à T dans le cas de CV à volume constant et de la dérivée de l'enthalpie par rapport à la température à pression constante dans le cas de CP. Aussi, on rappelle ici les formules qu'on avait trouvées pour le L qui est égal à CP moins CV des rangs T sur des rangs V. Donc on va dériver T par rapport à V, ça nous donne P sur NR. On obtient cette relation. Pour le H, on avait trouvé moins CP moins CV, donc moins entre parenthèses CP moins CV de rang T sur des rangs P à volume constant. On dérive la température par rapport à la pression et ça nous donne V sur NR fois CP moins CV et le signe moins ici. La même chose que mu, on l'avait défini égal à CP des rangs T sur des rangs V à pression constante. La dérivée de la température par rapport à mu, ça nous donne P sur NR fois CP. Donc mu est égal à CPP sur NR. Lambda par le même raisonnement. CV des rangs T sur des rangs P à volume constant qu'on avait défini au chapitre précédent. Ça nous donne CVV sur NR. Pour simplifier un peu le problème, on va réduire le nombre de moles à une seule et on va l'appliquer dans le cas du gaz parfait monoatomique. Dans le cas du gaz parfait monoatomique, on connaît les expressions des énergies U et H, c'est égal à 3,5 RT et H à 5,5 RT. Je calcule CV, donc la dérivée de U par rapport à T, c'est 3,5 R. Je calcule CP, la dérivée de H par rapport à T, c'est 5,5 R. Et je mets en rapport CP sur CV pour obtenir mon gamma qu'on avait défini lorsqu'on avait parlé dans le chapitre 4 des transformations adiabatiques, la relation de Laplace. Donc lambda est égal à CP sur CV. Donc je dérive 5 sur 3, 2 et R se simplifie. Donc gamma dans le cas du monoatomique, c'est égal à 1,67 ou bien 5 sur 3. Donc je viens de définir CV, CP et gamma. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour L? Donc je remplace CP moins CV par leurs expressions. P sur R, N est égal à 1. Je prends une mole. Donc, ici, lorsque je fais la différence, ça me donne 2 sur 2 R. Et 2 sur 2 simplifie, et on simplifie R par R, et il nous donne P. Donc, dans le cas du gaz parfait monoatomique, L est égal à la pression. Et H, qui est égal à moins CP moins CV, V sur R, avec petit n égal à 1, c'est égal à moins V. Retenez bien que dans le cas du gaz parfait, L est égal à P, H est égal à moins V. Lambda est égal à CVV sur NR et ça devient CVV sur R. Je remplace CV par son expression 3,5 R et j'obtiens lambda est égal à 3,5 V. Par le même raisonnement, j'obtiens mu est égal à 5,5 P. Donc, la chaleur élémentaire échangée par le système avec le milieu extérieur, je peux l'écrire sous 3 formes.
Ici, c'est CVdt plus LdV qui devient 3 demi-R dt plus PDV puisqu'L est égal à P. Ici, c'est CPdt plus HdP. Le Cp devient 5 demi-R et le H moins V. Ici, c'est lambda dP plus mu dV. Lambda est égal à 3 demi-V fois dP plus mu 5 demi-P dV. Donc voilà comment peut s'écrire la chaleur élémentaire échangée par le système dans le cas d'un gaz parfait monoatomique. Par le même raisonnement, on va réécrire la chaleur élémentaire échangée par le système dans le cas du gaz diatomique. Dans ce cas-là, les énergies changent, devient 5 demi-RT pour l'énergie interne et 7 demi-RT pour l'enthalpie. Le CV devient 5 demi-R, CP égale à 7 demi-R. Le gamma qui est égal à CP sur CV est égal à 7 cinquièmes. C'est égal à 1,4 dans le cas du gaz diatomique. Le L, c'est toujours égal à P. H, c'est toujours égal à moins V. Par contre, lambda et mu changent. Lambda, c'est 5 demi-V et mu, c'est 7 demi-P. Et on écrit la quantité de chaleur échangée. Et on a pour le CVdt plus LdV 5 demi-R dt plus PDV. Pour le CPdt plus HdP, on a 7 demi-R dt moins VdP. Et pour lambda dP, c'est 5 demi-VdP plus mu dV, c'est 7 demi-P dV. Voilà comment ça s'écrit la chaleur échangée par un gaz diatomique avec les différentes variables qu'on prend indépendantes 2 à 2, température et volume, température et pression, pression et volume. Et la valeur de CV et de CP et de gamma dans le cas diatomique qui sont différentes par rapport à ceux dans le cas monoatomique. 5.6, on va passer à des applications pour montrer que dans le cas du gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température. Cette expérience a été réalisée par Joule, Gay-Lussac. Il a pris un récipient composé de 2 compartiments connectés par un tube sur lequel il y a un robinet. Au début, il a vidé un compartiment et il a rempli l'autre compartiment par un gaz parfait dans les conditions de pression et de volume et de température sont P1, V1, T1. Après, il ouvre le robinet et le gaz qui était dans ce compartiment-là va commencer à aller aussi occuper le compartiment qui était vide. Je vous ai toujours dit que le gaz tend à occuper tout le volume qu'on lui offre. Si
j'agrandis encore le compartiment, il va aussi l'occuper. Donc son volume va changer. Alors, le gaz parfait à l'état final, lorsque l'équilibre sera établi, il aura ces variables-là qui vont caractériser cet état de température serait T2, pression P2 et le volume V2. Donc le gaz il a évolué de l'état 1 à l'état 2. Et la question qui se pose, est-ce que cette transformation du gaz s'est faite à température constante ou non? Température constante, ça veut dire isotherme. Puisqu'il s'agit d'un gaz parfait, si la température T2 est égale à la température T1, ça veut dire que la variation de l'énergie interne est nulle. Ça veut dire que cette transformation se fait d'une manière isotherme, sans variation d'énergie interne. Alors, pour répondre à cette question-là, cette transformation ne peut s'effectuer que de manière spontanée. Ce n'est pas une transformation lente ou quasi statique. Donc, spontanée, ça veut dire irréversible. Dans le cas où la transformation est irréversible, la pression extérieure n'est pas égale à la pression intérieure, c'est-à-dire du gaz d'un côté, mais aussi, comme ici, l'extérieur n'applique pas de pression sur le gaz parce que les parois sont indéformables, sont rigides, donc le milieu extérieur n'agit pas mécaniquement sur le gaz, donc la pression extérieure est nulle. Si la pression extérieure est nulle, ça veut dire que le travail échangé entre le gaz et le milieu extérieur est nul. Il n'y a pas d'échange de travail entre le gaz et le milieu extérieur. En plus, les parois du récipient et des compartiments sont adiabatiques. Donc le gaz n'échange non plus pas de chaleur avec le milieu extérieur. Q égale à 0. Ici, W et Q sont nuls toutes les deux, donc automatiquement, la variation de l'énergie interne au cours de la transformation est nulle. Ce qui veut dire que l'énergie interne du gaz est restée constante. Il n'a pas varié entre l'état 1 et l'état 2. C'est-à-dire l'énergie interne à l'état 1 du gaz est égale à l'énergie interne à l'état 2 du gaz. Donc l'énergie interne reste constante au cours de la transformation. Et puisque l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température, d'après la première loi de Joule, si delta U est nul, ça veut dire que c'est le CV dt qui est nul, puisque la variation de delta U, dans le cas du gaz parfait, est égale à CV delta T. Donc, égal à 0, ce qui veut dire que delta T est égal à T2 moins T1 égale à 0, donc T2 égale à T1, T constante. Donc, en plus que l'énergie interne est constante,
aussi la température est constante. Donc la température au cours de cette transformation de détente Joule-Gay du sac reste constante. Donc il s'agit d'une transformation isotherme. Remarque, imaginez si on fait cette transformation avec un gaz qui n'est pas un gaz parfait, ça veut dire on prend un gaz réel. Dans ce cas-là, on aura toujours la variation de l'énergie interne égale à 0, puisque le gaz ne va pas échanger ni travail ni chaleur avec l'extérieur, mais la température T1 sera différente de la température T2. La transformation ne serait pas isotherme, non isotherme. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est l'expérience de Gay-Lussac, ou la détente de Joule-Gay-Lussac, c'est une transformation qui se fait à énergie interne constante et température constante. Une autre application, c'est de montrer dans le cas du gaz parfait que l'enthalpie non plus ne dépend que de la température, c'est-à-dire la deuxième loi de Joule, et pour ce faire, on va réaliser la détente de Joule-Kelvin, ou bien aussi appelée détente de Thomson. Donc voilà, on dispose d'un tube. Ici, on a une paroi poreuse. Ça veut dire qu'il y a des petits trous dans la paroi. Alors imaginez, ceci c'est fait par du coton. Donc on a assemblé du coton ici, ou du verre frité, ou bien de la laine du verre, etc. Donc le gaz peut bien passer à travers. Cette paroi poreuse, elle est perméable et le gaz peut bien la traverser. Donc on oblige un gaz parfait à traverser une paroi poreuse lentement. Contrairement dans l'expérience précédente, c'était spontanément, ça veut dire rapidement. Ici, c'est lentement. Donc ça veut dire il y a de la réversibilité et de la quasi-statique. Le gaz entre à la pression P1, il sort à la pression P2 après avoir traversé la paroi poreuse. Elle est réalisée dans un tube indéformable et adiabatique. Dans tout le tube, elle est indéformable, ça veut dire la pression extérieure ne peut pas agir dessus, donc le travail est nul. Externe. Et la paroi est aussi adiabatique. Pas de chaleur non plus. Et l'écoulement du gaz est lent et stationnaire. Donc il s'agit bien d'une détente, ça veut dire que comme la pression P2 est inférieure à la pression P1, la pression P2 à droite de la paroi poreuse est inférieure à la pression P1 à gauche de la paroi poreuse, donc il y aura une détente du gaz.
Ça veut dire le volume qui va rentrer ici va être différent du volume du gaz qui va sortir ici. Donc V1 va être différent de V2. Donc le gaz est long station, la pression P1 et P2 et la température T1 et T2 ne dépendent pas du temps. Donc ils sont instationnaires. Il n'y a pas de dépendance du temps. Ils sont toujours les mêmes. La question qui se pose, est-ce que cette transformation s'accompagne-t-elle d'une variation de la température du gaz parfait? La réponse, la variation de l'énergie interne du gaz parfait pendant cette transformation, puisque les tubes sont adiabatiques, c'est égal à 0, donc delta U est égal à la variation du travail. Donc cette variation de travail concerne uniquement la portion du gaz qui nous intéresse, qu'on va étudier, qui va subir la transformation. On ne parle pas de la totalité. Pour évaluer le travail, on considère une tranche de gaz comprise entre la section A et la section B. Donc cette portion du gaz en violet, c'est elle qui constitue le système étudié. Quelques instants plus tard, le gaz va traverser la paroi et va pousser ce gaz-là vers B' et le gaz qui était là vers A'. Donc, quelques instants plus tard, le plan A est en A' et le plan B est en B'. Le gaz a balayé un volume V1 sous la pression P1. Donc, le volume balayé ici par le gaz vaut V1 sous l'action de la pression P1. En allant du plan A au plan A'. Et pendant le même temps, de l'autre côté, ça veut dire à droite de la paroi poreuse ou du filtre, le gaz va balayer un volume V2 sous la pression P2 en allant du plan B vers le plan B'. P2 est inférieur à P1, sinon le gaz ne serait pas déplacé dans ce sens-là. Si les deux pressions étaient égales, il n'y aurait pas de mouvement. Donc grâce à cette pompe, on crée une différence de pression pour que le gaz puisse bouger à l'intérieur. Donc premièrement, on calcule le travail de la portion A'. Qu'est-ce qui se passe pour cette quantité-là? Donc, elle est toujours sous l'action de la même pression, c'est moins P1, et la variation du volume, c'est que son volume initial, c'était V1, mais après, lorsque tout s'est déplacé jusque-là, est devenu 0. Donc, 0 moins V1. Pour le travail sur la portion de droite, sous l'action qui est sous l'action de P2, donc c'est moins P2, et la portion, elle était là sur la section B et il arrive jusqu'à la section B'. Donc le volume ici, qui nous intéresse, donc moins P2, le volume final, c'est V2, mais le volume initial, c'était 0. Donc, initialement, il n'y avait pas de gaz. Supposons
que ce gaz-là n'était pas là. Donc on fait la somme des travaux, W est égal à la somme des deux travaux, WAA', WBB', ça nous donne P1V1 moins P2V2. Et ça, c'est la variation de l'énergie interne de notre gaz. Alors on remplace P1V1 moins P2V2 et la variation de l'énergie interne U2 moins U1. On fait passer U1 à gauche et P2V2 à droite et on va obtenir cette relation. U2 plus P2V2 égale à U1 plus P1V1. Et ça nous rappelle l'enthalpie H2 et ça c'est H1. H2 égale H1. Donc, la détente de Joule-Kelvin ou Joule-Thomson se fait à enthalpie constante. Et comme l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température, et puisque le gaz qu'on a ici c'est un gaz parfait, donc ça veut dire que la température aussi est constante. La détente de Joule-Kelvin ou Joule-Thomson se fait à enthalpie constante, transformation isenthalpique. L'enthalpie du gaz parfait ne dépend que de la température, c'est la deuxième loi de Joule. Donc, delta H est égal à Cp dt, ce qui veut dire que dt égale à 0 et égal à T2 moins T1. dt est égal à T2 moins T1 égale à 0, donc T2 égale à T1. La température, donc, n'a pas changé au cours de la transformation. La température, ça veut dire la température du gaz étudié n'a pas changé au cours de la transformation. La température T1 est égale à la température T2. Cette transformation, cette détente de Joule-Kelvin ou Thomson se fait à enthalpie constante, ça veut dire isentropique, et à température constante, ça veut dire isotherme. La température au cours de cette transformation de détente de Joule-Kelvin Thomson reste constante, donc la transformation est isotherme. Remarque, si le gaz est remplacé par un gaz réel, la transformation serait toujours isenthalpique, ça veut dire delta H est nul. Par contre, il ne sera pas isotherme. Donc la température T1 ne serait pas égale à la température T2. Voilà, avec ces deux expériences, ou ces deux applications, on a démontré que le gaz parfait où les énergies internes du gaz parfait ne dépendent que de la température et que l'enthalpie du gaz parfait ne dépend que de la température. Donc on a confirmé la première loi de Joule et la deuxième loi de Joule. Merci et c'est terminé pour ce chapitre 5.